Certains sont étoilés, d'autres sans chichi. Le restaurant est le loisir préféré des Français. Ils aiment la bouffe, quoi. Les Français aiment la bouffe. Le restaurant, c'est des souvenirs en pagaille. Une soirée qu'on n'est pas prêt d'oublier. Le restaurant, c'est la vie. Un plat gravé dans notre mémoire. Ou la cantine de tous les jours. Tu n'es pas obligé d'avoir un costume pour venir manger au restaurant. Les restaurateurs forment une grande famille. Ils sont à notre service depuis près de 3 siècles. Je savais tout petit que j'allais faire ça. Moi, je suis la 4e génération. Aujourd'hui, nous sommes la 5e génération. Tenir un restaurant, c'est comme avoir un enfant. Mais la grande saga du restaurant n'est pas un fleuve tranquille. Quand j'ai annoncé à mon père que j'allais monter un restaurant, Si tu travailles pas bien à l'école, on te met un apprentissage de cuisine, donc c'était presque comme une punition. Que de chemin parcouru. Depuis son invention en France, le restaurant a connu des révolutions. Il a ses héros. Célèbres ou injustement oubliés, tous animés par la même passion. C'est le plus beau métier du monde, en fait. Mais rien n'était écrit d'avance. Cette histoire méconnue, je vais vous la raconter, par le menu, évidemment. Alors, comment la France est-elle devenue le pays du restaurant ? Allez, qui n'a jamais rêvé d'avoir un restaurant ? En France, il s'en ouvre chaque année près de 20 000. Mais beaucoup doivent aussi tirer le rideau. La recette du succès est un peu plus compliquée que celle des œufs mayonnaise. Même quand on dispose d'un lieu incroyable et qu'on a les moyens de réaliser son rêve. Même quand on est un chef étoilé et qu'on s'appelle Thierry Marx. C'est l'électricité là qui a pris du retard ou pas? L'électricité tendue. Ouais. Tendue, mais l'entreprise met les moyens. Ah mais ça a évolué là en cuisine, c'est bien. C'est toujours des moments un peu d'anxiété. Ils sont enthousiasmants parce qu'on sait qu'ils vont découler quelque chose, mais pas forcément toujours très agréable. Un peu de monde. Ouais. Mais Et en service là? Est-ce que le design est bien? Est-ce que la cuisine est bien? Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que tout est harmonieux? ils sont restés. C'est un moment où on se dit, voilà, est-ce que j'ai fait les bons choix? C'est clair et net. Thierry Marx a-t-il fait les bons choix? Réponse, le jour de l'ouverture. Si les restaurateurs se mettent en quatre pour nous plaire, c'est qu'aujourd'hui, on a l'embarras du choix. On dîne en terrasse? Ou dans ce petit resto cosy? Pas choisi. Ah, ça c'est moi qui l'ai choisi. C'est une petite surprise, on va dire. J'ai des listes entières de restaurants où j'ai envie d'aller. Il faut dire la vérité ou justement le truc le plus proche parce qu'on a très très faim. Ce qui est plus compliqué, c'est d'obtenir une table. Quand je vais avec un ami, je vais dans des restaurants mieux, mais moi j'adore aller dans les restaurants de quartier. Ma copine, j'essaie de prendre un resto un peu pas classe, mais pas un McDo quoi. Les restaurants, il y en a tellement qu'on change quoi. Ça va au gré du vent, au gré des fins, au gré des envies. Mais il fut un temps où on n'avait tout simplement pas le choix. Et pour une bonne raison, il n'y avait pas encore de restaurant. Sa Majesté vient de commencer le 8e couvert. Dressez le poulet. Et oui, pendant longtemps, la bonne cuisine était réservée aux rois et aux seigneurs. N'oubliez pas d'éplucher du pain frit et de saupoudrer le bord du plat. Pour chaque repas, les marmitons préparaient des dizaines de plats somptueux. Et les petits pois. Pour ceux qui n'étaient pas conviés à ces festins,
C'était, au choix, des tables d'hôtes médiocres ou des auberges plus ou moins mal famées. Les lieux où on pouvait manger, les tavernes, etc., étaient des lieux d'une grande malpropreté, où les repas étaient pris en commun, où le menu était fixe, on ne savait pas forcément ce qu'on allait manger. Un menu unique, servi à heure fixe. Mieux valait arriver en avance pour ne pas se faire piquer les bons morceaux par les habitués. Tous à la même table, à côté de voisins qu'on n'aurait peut-être pas choisis. Voilà comment c'était avant le restaurant. Mais au milieu du XVIIIe siècle, la France des auberges va être le théâtre d'une vraie révolution. Ici même, dans le quartier du Palais Royal, à Paris, un homme s'est mis en tête de relever le niveau. Son projet ? Offrir à tous ce qui était réservé à quelques privilégiés. À l'époque, le pari était sacrément risqué. Nous sommes en 1766 et l'homme qui se lance n'est pas un cuisinier, mais un économiste. Moitié idéaliste, moitié homme d'affaires. Mathurin, Rose de Chantoiseau. L'établissement qu'il ouvre avec son épouse ne ressemble à rien de ce qui existait alors. Il va falloir faire rimer nouveauté avec succès. C'est comme un match en fait. On attend que l'arbitre siffle le coup d'envoi, mais il y a toujours cette petite appréhension, cette petite boule au ventre. Quand j'ai racheté ici, oui, j'ai pris des risques parce que sur 10 personnes, il n'y en avait qu'une qui me faisait confiance, c'était mon épouse, Fabienne. Je vous en parle, j'ai des frissons parce que je ne pouvais pas décevoir ma famille, je ne pouvais pas. Le jour de l'ouverture, on est mal. Et forcément, le contraire serait pas bien. On a beau avoir soigné chaque détail, la clientèle est toujours imprévisible. Il y a quelqu'un. Bonjour monsieur, bienvenue. Je peux ? Est-il possible de dîner? Bien sûr monsieur, vous pouvez choisir votre table. Imaginez la surprise des premiers clients. Ici, on vient quand on veut, on choisit sa table et on peut même manger seul. Autre nouveauté, et pas des moindres, c'en est fini du menu imposé. On choisit ce qu'on veut manger sur une carte où le prix de chaque plat est indiqué. Tous les prix sont indiqués. Et ils s'entendent pour... Chantoiseau a donné un nom à ce nouveau concept, maison de santé. Maison de santé est intéressant parce que sur les premières cartes de ces maisons de santé, il y avait des bouillons à base de bœuf, à base d'ailerons de volaille. Les bouillons de viande étaient censés exprimer la quintessence des sucs nutritifs. Et à partir de ce moment-là, les bouillons étaient considérés comme restaurant la santé. D'où leur nom, bouillon restaurant. Encore faut-il que ce soit bon. Le plat signature de Chantoiseau est promis à un destin extraordinaire. Car c'est son fameux bouillon restaurant qui va donner son nom à l'établissement lui-même. Le restaurant est né. C'est aujourd'hui l'un des mots français les plus répandus dans le monde. La table individuelle, la carte, la liberté de choisir quand on mange, tout ce qui semble évident aujourd'hui est apparu à cette époque. Bien entendu, au début, ça marche. Tout le monde veut voir. Et puis, il y a l'après, tout le monde est venu. Et c'est là que l'on voit si on s'est trompé, pas trompé, si les clients viennent, ils reviennent. Et ils reviennent. Le restaurant a d'abord été un endroit cher et chic. Et les clients de Chantoiseau sont principalement des bourgeois qui en ont les moyens. On y venait pour la cuisine, mais aussi pour jouir le temps d'un repas, d'un service raffiné auquel on n'avait pas accès ailleurs. Rose de Chantoiseau et son épouse
méritent la place d'honneur à la grande table de l'histoire du restaurant. Ils sont les ancêtres d'une profession dédiée tout entière au plaisir des autres. Un restaurateur, c'est d'abord quelqu'un qui vit en décalé, qui mange avant ou après les horaires habituels. Bref, qui travaille quand les autres s'amusent. Mon père, il travaillait le 24 au soir, il travaillait le 25 à midi, mais il ne travaillait pas le 25 soir, c'était fermé le restaurant. Donc voilà, on faisait Noël le 25. Mes enfants, je les ai jamais amenés à l'école de ma vie. Je me couchais à 5 h du matin à peu près et je me relevais à 11 h, 11 h pour aller au service de midi. Et aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que ma famille, mes enfants, on travaille ensemble. C'est pas facile tous les jours, hein. Mais aujourd'hui, voilà, il y a le sourire de tous les jours. À la fin du XVIIIe siècle, il y a déjà une centaine de restaurants à Paris. Le quartier du Palais Royal se taille la part du lion. C'est là qu'on trouve les établissements à la mode. Alors, où irons-nous dîner ce soir ? Aujourd'hui, on regarderait les notes et les avis des clients sur son smartphone. Mais à l'époque, c'est précisément pour ça qu'un nouveau personnage entre en scène, le critique. Redouté, courtisé, détesté, il fait et défait les réputations. Et il apparaît en même temps que le restaurant. Les premiers critiques gastronomiques vont accompagner l'essor du restaurant, vont le faire exister. C'est-à-dire ils vont faire exister un cérémoniel du restaurant, une manière d'y aller, une manière d'en parler. Mais qui fut le tout premier critique ? Un homme qui a grandi dans ce monde aristocratique où l'on connaît les bonnes manières, où l'on sait apprécier la cuisson d'un turbo. Un monde où l'on ne mange pas, on sait manger. Alexandre Balthazar Laurent Grimaud de la Reynière se définit comme un gourmand. Dans les gravures qui le représentent, les rayonnages de sa bibliothèque sont emplis non pas de livres, mais de nourriture. Et la nuit, ce bec fin rêve de mets succulents. Mais la Révolution est passée par là. Et Grimaud s'est retrouvé sans un sou. On raconte que Grimaud a eu l'idée, après la Révolution, de créer un petit groupe d'amis où il demandait finalement à des traiteurs, restaurateurs, producteurs, etc., d'envoyer gratuitement leurs produits. Et eux goûtaient, évaluaient, émettaient des jugements de goût. À partir de 1803, Grimaud de la Reynière publie ses expertises dans l'Almanach des gourmands. C'est le premier guide gastronomique et un véritable best-seller. Le critique, c'est celui qui se pose, à tort ou à raison, en expert, ou du moins en praticien suffisamment aguerri des restaurants pour pouvoir dire « voici ce que vaut ce restaurant, voici ce que vaut cet autre-là ». Certains disaient que la fondation de la critique a aussi permis à Grimaud de manger à l'œil. Un métier est né. Et les cuisiniers dans tout ça ? Véry, Beauvilliers, Méo, ce sont les noms des restaurateurs qui s'affichent sur les enseignes, pas ceux des cuisiniers. À cette époque-ci, on ne connaissait pas le nom des cuisiniers. C'était les propriétaires des endroits qui imposaient leur nom et finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la marque. On était bien loin des chefs stars des restaurants d'aujourd'hui. Les cuisiniers de cette première époque n'ont pas laissé de traces. Considérés comme des domestiques, ils travaillaient dans des sous-sols mal aérés ou sur ces tables de cuisson en pierre qu'on appelait potagers. Mais au début du 19e siècle, c'est moins que rien adopte un nouvel accessoire. La toque n'a pas seulement une fonction pratique, empêcher les cheveux de tomber dans la soupe. C'est alors un peu de fierté pour un métier mal considéré. La preuve, elle a traversé les siècles. Je mets mon tablier, je mets ma toque, je rentre dans un rôle. Des fois, elle nous incommodait, parce que... Pour une femme, porter la toque, c'est très compliqué. Quand on a les cheveux longs, quand on a un chignon. Ma toque, elle est toujours là.
Après, peut-être qu'il y en a qui la mettent pas parce qu'ils n'ont pas de cheveux. Alors, moi j'ai porté quand j'ai commencé des toques en tissu, bien lourdes là, tac. Non, j'ai toujours eu ce chapeau-là, qui appartenait à mon père et à mon grand-père. J'ai jamais porté la toque en tant que telle, mais j'avais en effet une coiffe qui était un peu particulière à un moment donné. Aujourd'hui, on en rigole, mais ce drôle de chapeau reste le symbole d'une longue lutte. Celle des cuisiniers pour la reconnaissance de leur métier. Mais connaissez-vous l'inventeur de la toque? Un certain Antonin Carême. Un orphelin placé à 10 ans en apprentissage chez un pâtissier, où il se révèle un authentique génie de la cuisine. Il est le premier que ses puissants patrons ont appelé respectueusement chef. Il représentait l'excellence de l'art culinaire à la française dans le monde entier et ça a joué un rôle considérable dans l'essor de la réputation de la cuisine française et de sa suprématie. Les grands d'Europe s'arrachent les services de celui qu'on surnomme le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois. En France, bien sûr, mais aussi à la cour d'Angleterre, à la cour de l'empereur d'Autriche, à celle du tsar de Russie. La grande cuisine française était certes réputée, elle devient alors incontournable. Carême est un fondateur, c'est un maître fondateur qui a servi et qui a donné naissance à toutes ces cuisines que l'on a encore aujourd'hui. Ce Napoléon des fourneaux a posé les bases de la gastronomie nationale. Pour le mesurer, il n'y a qu'à ouvrir les livres de recettes qu'il nous a laissés. Je suis toujours impressionné de ce travail-là et je trouve que la forme, les goûts, la texture, le montage, l'harmonie des couleurs, l'harmonie des saveurs, et puis surtout ces pièces artistiques qui devaient demander un temps fou, quoi. Jugez vous-même. Carpala Henri IV, hure de sanglier en galantine. Pour ces richissimes employeurs, c'était un moyen de montrer leur puissance. Mais pour Carême, la cuisine était un des beaux-arts. C'est dans les desserts monumentaux que s'exprime son génie. Ces pièces pouvaient atteindre 1 mètre de haut. Sucre filé, pâte d'amande, nougat, biscuits, tout se mange. C'est vrai que c'est impressionnant, en fait. Quand on voit ces pièces, c'est dingue. Et c'est Carême qui, pour moi, va poser qu'il y a un artisanat d'élite dans les métiers de bouche. Les inventions de Carême sont un peu passées de mode. Pas son savoir-faire exceptionnel, qui se perpétue à travers le concours des meilleurs ouvriers de France. Et quand j'étais jeune, je n'imaginais pas qu'un jour je ferais des choses comme ça. Meilleur roi de France, c'est un combat de boxe, vous êtes seul. C'est beaucoup de travail, d'engagement, de sacrifice aussi. Même si on s'en sert pas, c'est bien de savoir les faire. Antonin Carême n'a jamais ouvert de restaurant. Mais en plaçant la barre très haut, il a inspiré des générations de cuisiniers et donné au métier ses lettres de noblesse. Au milieu du 19e siècle, le restaurant a bien changé. Pour tout dire, il est devenu un lieu peu fréquentable. Car ces messieurs avaient pris l'habitude de s'y retrouver le soir pour des soupers canailles. Cabinet particulier, prostitution, on est loin de la maison de santé de Chantoiseau. Mais en réalité, la grande nouveauté, c'est qu'à côté de ces tables aux additions mirobolantes, le restaurant a commencé à se démocratiser. Au bas de l'échelle, il y a les restaurants de Katsu. On y sert les restes des repas achetés aux domestiques des grandes maisons. Mais on ne manque pas d'idées. Avez-vous déjà mangé un arlequin? Un arlequin! Vous connaissez pas l'arlequin? Non? C'est un plat comme les gens que vous voyez ici. Il y a de tout. Du bon et du moins bon, du succulent et du reste. On prend tous les restes d'un repas, sucré, salé, entrée, dessert, plat. Des croûtons de volaille, des queues de poisson, des os de côtelettes, du fromage, de la marmelade. On met tout dans une terrine, on la lie avec un liant à l'œuf, on cuit ça et on le sert en tranches.
régal. Et ça, c'est l'un des grands plats servis dans les tavernes populaires du Paris de l'époque. Tu n'aimes pas ça, la goualeuse? J'ai pas faim. Un cran au-dessus, on trouve une nouvelle catégorie de restaurants populaires. Comme Flicoteau, où se retrouvent l'étudiant sans le sou et le petit artisan. Ces endroits, ces premières cantines populaires où le client mange beaucoup de pain, il mange des viandes moins nobles, mais dans une ambiance très enjouée. Chez Flicoteau, on vient en bande se remplir le ventre, on chahute un peu, on est bien. Le patron ne regarde pas si vos chaussures sont neuves, il est honnête et arrangeant. C'est aussi ça, le restaurant. Le petit resto qu'on aime. Faut juste connaître les bonnes adresses. Moi, je suis attachée à ce type de restaurant, ouais. Comme je dis ici, les gens sont là pour se nourrir. S'ils arrivent à 14h, est-ce qu'il reste quelque chose à manger? Oui, on va se débrouiller, on va trouver quelque chose, même si on sait qu'on n'a plus le plat du jour et tout ça, on va, voilà. La personne, on sait qu'on va la satisfaire parce qu'on va lui donner à manger, quoi. Se mettre les pieds sous la table et manger à sa faim. Formule à 13,80 € ou menu dégustation. Nappe en papier ou étoffe précieuse. Depuis que le restaurant s'est démocratisé, le mot désigne des réalités bien différentes. Mais ne croyez pas que l'innovation vient toujours d'en haut et que les petits restos ne font que reproduire en moins cher les recettes des grands. Car au milieu du 19e siècle, le roi de la restauration est un ancien boucher, un certain Duval. Et sa fortune colossale, il la devrait à un plat que vous connaissez, un bouillon. Revenons 20 ans en arrière, quand Duval tenait encore sa boutique dans le quartier des Halles. Un gigantesque marché qu'on appelait le ventre de Paris. Légumes, fruits, beurre, poissons, on y trouvait de tout. Et bien sûr, ces carcasses de 200 kilos que les forts des Halles portaient sur leur dos. Le boucher Duval est ambitieux. Il décide de se lancer dans la restauration. Son idée? Faire bon, chic et pas cher. Une équation compliquée. Mais Duval ne manque pas d'idées. Il est boucher, il achète une vache entière, il va tout utiliser, mais surtout réussir à tout commercialiser. Des beaux morceaux jusqu'aux morceaux les plus quelconques. Pourquoi se priver des recettes qui ont fait leurs preuves? Un siècle après le bouillon-restaurant de Chantoiseau, Duval crée son propre bouillon. Bon et pas cher. Ça, c'était la formule du petit restaurant de Flicoteau. Mais comment Duval compte-t-il devenir riche avec un simple bouillon? Il faut taper dans de la matière première qui n'est pas chère. Il faut taper dans de la main-d'œuvre capable de servir beaucoup de repas. Vous ne vous en tirez que par le volume. Pour que ça marche, il faut donc voir les choses en grand. En 1855, il ouvre un immense restaurant. Bon, pas cher et chic. Pari réussi. Le succès est tel qu'il en ouvre un deuxième, un troisième. Il en aura rapidement plus d'une vingtaine. C'est la première chaîne de restaurants de notre histoire, une affaire que Duval va rendre très rentable. Car ces restaurants sont évidemment fournis par sa propre boucherie. Mais ce n'est pas tout. Il monte des boulangeries pour fabriquer lui-même son pain. Le vin provient de caves qui lui appartiennent. Les nappes sont lavées dans ses blanchisseries. Duval devient la première grande fortune de la restauration. On prend la pause. Sa réussite fait des envieux. Résultat, son concept est rapidement imité, notamment par les frères Chartier qui ouvrent à leur tour leur bouillon.
Il y a une anecdote que j'aime beaucoup. Chartier allait manger chez Duval. Et quand Chartier arrivait chez Duval, Duval l'accueillait. Il disait « Ah, bonjour, monsieur Chartier, alors vous venez manger chez moi parce que c'est meilleur. » Et Chartier lui répondait « Non, parce que chez moi, c'est complet. » J'adore cette anecdote parce que ça montre aussi l'amitié qu'il peut y avoir dans notre métier. Mais en même temps, il y a toujours une rivalité de commerce et je trouve qu'elle est significative là. En tout cas, l'idée était bonne, car les bouillons sont encore là. Et ils sont même revenus à la mode. Ouvert en 1896, celui de la rue Montmartre à Paris garde encore les traces de ce qui a fait le succès des bouillons. Il y avait des énormes salles à manger, toujours très bien décorées aussi. C'est aussi ça, le décorum était extraordinaire. Le miroir, le décor, les stucs, tout ça, ça donne cette impression de richesse, de luxe, de faste. On a le sentiment d'être dans une demeure aristocratique. Dans les bouillons, on peut s'offrir un standing jusque-là réservé aux riches. Les serveuses et les serveurs portent l'uniforme noir et blanc des employés de maison de la bourgeoisie. Et la clientèle des bouillons est une clientèle large, qui vient quotidiennement, qui a son rond de serviette, ses couverts parqués dans le meuble du restaurant, qui connaît parfaitement les serveurs. C'est sans doute le restaurant de tous les jours. C'est le restaurant du quotidien, le bouillon. Merci. Bon appétit, monsieur. Excusez-moi, je peux avoir un peu de pain, s'il vous plaît? C'est pour saucer. Voilà, monsieur. Merci. Après 5 décennies florissantes, les bouillons vont subir une concurrence redoutable. Le responsable? Un nouveau type de restaurant qui offre lui aussi de grandes salles luxueuses et un service en continu. Mais dans les caves, il y a des fûts, car on y boit de la bière, qui devient la boisson à la mode. À l'origine, ce restaurant vient d'Alsace, et en général, on peut encore y manger une choucroute. Vous avez deviné, c'est la brasserie. Avec ses banquettes en moleskine, c'est depuis longtemps maintenant une vraie institution. Dès son inauguration en 1889, il y avait une brasserie au premier étage de la Tour Eiffel. Et c'est une brasserie que Thierry Marx doit y ouvrir, enfin, quand les travaux seront terminés. Ce jour-là, tout devra être prêt. En prévision, le chef a réuni son équipe loin du chantier pour le tasting de la carte. Et c'est très bon. C'est le fromage blanc qu'on va pouvoir... Chacun des plats au menu doit être goûté, évalué, discuté. Globalement, le chef exécutif Thierry Martin aura la responsabilité des cuisines de la brasserie. T'es quelqu'un, tu vois? C'est bien ça. Là, je traite que sur les filets de poulet, du coup. Et à 36 balles. À 36 balles, entrée plat, plat dessert, sur un truc comme ça, moi, j'ai pas honte. Ah non, mais c'est ce que j'ai toujours dit. C'est le client qui se fait un petit mieux comme ça, il s'en rappelle quand même. Il dit, je ne me suis pas fait avoir. La brasserie, c'est la générosité. On n'est pas dans un restaurant quelconque, on n'est pas dans un restaurant non plus qui vise une très 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 haute gastronomie. On est là pour faire plaisir, une entrée, un plat ou un plat, un dessert, et tout doit inviter au partage. C'est sympa comme ça. Là, il y a tout. Je connais un peu le travail à la tour. Dans ces volumes de couverts, il faut être pratique aussi. Ouais. Hein. Une petite salade de champignons frais, alors évidemment, toi, tu as la mise en place. Oui, là, il faut voir ça. Je vais voir sur l'organisation, mais... J'ai l'impression que l'âge qu'il a maintenant... Car tous ces plats, il va falloir être capable de les envoyer en quantité. Il table sur 800 couverts par jour. Un vrai défi. Mais en cuisine, tout n'est que calme et concentration. On travaille sur des plaques à induction avec des poêles légères. C'est comme les enfants qui naissent avec l'ordinateur et le téléphone portable. Enfant pourri gâté que je suis, je ne me rends pas compte de la chance que j'ai d'avoir des poêles anti-adhésives. Pour les cuisiniers du 19e siècle, tout ça aurait semblé paradisiaque. Car malgré la fabuleuse réussite du restaurant, les conditions de travail en cuisine n'ont fait qu'empirer.
L'apprentissage de cette époque-là, c'était rude comme du silex. Les casseroles, le cuivre qui était toujours très lourd, puis la chaleur des fourneaux. C'était pas loin de 50, 45, 50 degrés. C'était infernal, c'est impossible à travailler, quoi. C'était insupportable. Les accidents étaient fréquents, les relations brutales. Alcoolisme et maladie y font des ravages. En 1882, une enquête révèle que l'espérance de vie des cuisiniers est la même que celle des mineurs de fond. Le tableau est catastrophique. Les choses ont bien changé depuis. Chacun est à son poste, chacun sait ce qu'il a à faire, c'est organisé, c'est cadré. Et ça, on le doit à un cuisinier qui a profondément marqué l'histoire du restaurant. Auguste Escoffier. Dès la fin du 19e siècle, Escoffier réorganise les cuisines de ses restaurants. Il les sort des sous-sols mal aérés. Mais surtout, il met au point le système de la brigade. Derrière le chef et son sous-chef, les chefs de partie. Sauciers, rôtisseurs ou pâtissiers. En descendant dans l'organigramme, on trouve chef de froid et grillardin, puis les premiers commis et les seconds commis, jusqu'aux garçons de cuisine. De ce fait, ça amenait beaucoup plus de calme en cuisine, beaucoup plus de sérénité. Rapide et efficace, la brigade fait ses preuves. Escoffier la met en place dans les dizaines de restaurants qu'il a montés, en France et ailleurs. Elle va être adoptée dans le monde entier. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'héritage de ce grand chef. Dans l'histoire du restaurant, il y a un avant et un après Auguste Escoffier. Il a inventé le métier qu'on fait aujourd'hui dans le développement de nos restaurants. C'est-à-dire qu'il était capable de mener des cuisines dans 3 villes différentes et le Carlton, le Ritz et l'hôtel de Paris à Monaco, quoi. On est tous, qu'on le veuille ou non, des enfants d'Escoffier. Il a tout dit, tout écrit. Alors, par où commencer? Peut-être par préciser une chose. Escoffier travaillait dans un monde bien particulier. Les palaces. Que Denis Courtiade connaît comme sa poche. Le restaurant d'un palace est très différent d'un restaurant conventionnel. Dans un palace, le client habite l'hôtel, habite le palace, et donc il est chez lui. Luxe et raffinement. Au restaurant du Plaza Athénée, rien n'est trop beau pour satisfaire les stars et les grandes fortunes qui fréquentent le palace. Mais tout ce cérémoniel doit beaucoup à Escoffier. Car il a compris avant tout le monde les désirs de cette clientèle très exigeante. Direction la Côte d'Azur, à la fin du 19e siècle. C'est là que les élites et les célébrités de l'époque viennent désormais passer l'hiver. On profitait du climat, on allait au théâtre, on engloutissait des fortunes au casino. Et on logeait dans ces tout nouveaux hôtels de luxe qu'on appelait les palaces. Pour cette clientèle qui pouvait être capricieuse, il n'y avait qu'une réponse possible. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Au Grand Hôtel de Monte-Carlo, Escoffier s'était fixé un objectif. Faire du restaurant le rendez-vous de la vie mondaine. Et pour cela, il cherche à attirer les femmes. Escoffier va faire très attention aux femmes. Je crois qu'il disait que le teint des femmes faisait partie de l'agrément du repas. Donc il veillait à ce que l'éclairage soit favorable, que les femmes se sentent bien. Et ça marche. Pour elle, il réduit le nombre des services, il allège la cuisine et leur dédie ses plus belles recettes. La pêche Melba, en hommage à la cantatrice Nelly Melba. Les crêpes Suzette, pour l'actrice Suzanne Reichenberg. Les fraises, Sarah Bernard. Ou encore la poire Belle-Hélène, pour le célèbre opéra composé par Jacques Offenbach.
ce plat, il est passé de la cuisine palace à la cuisine de tous les jours. Ça, c'est la plus grande des consécrations. Ma mère m'en faisait. Et j'étais loin de penser que j'allais être cuisinier. La poire Belle-Hélène fait partie des 5000 recettes qu'Escoffier entreprend de réunir dans un livre. Le chef de 60 ans dirige alors les cuisines du Ritz à Paris et du Carlton à Londres. Il est au sommet de sa gloire. À la manière d'un scientifique, il élabore les dosages parfaits et codifie chaque geste. Son guide culinaire est encore considéré comme la Bible des cuisiniers. Le guide culinaire, c'est quand même un sacré bouquin. Si on ne connaît pas ça, bah derrière, c'est difficile de créer. Je le connais à peu près par cœur, parce que j'ai toujours eu l'occasion de feuilleter, de prendre des notes, etc. Je visite des cuisines dans le monde entier, je trouve toujours un guide culinaire caché quelque part. Tout le temps. Le génie d'Escoffier ne se limite pas à la cuisine, car il a compris que le restaurant est un tout et que la salle devait être la scène d'un véritable spectacle. Comme pour les cuisines, il organise les innombrables serveurs en brigade de salle. Il fallait bien ça pour faire de chaque repas un moment inoubliable. Et pour des salles de 400 couverts. Épaules en arrière, visage avenant, les maîtres d'hôtel assuraient le spectacle en salle. Un restaurant, c'est un théâtre. Quand on a compris ça, on a tout compris. C'est comme une pièce. On la joue tous les midis et tous les soirs. Il y a de l'inattendu dans l'attendu et donc une grande concentration différente à chaque table. Le Plaza Athénée perpétue les fastes du service à la Escoffier. Voici donc le turbo à la diapoise. Les plats sont présentés entiers et découpés en salles. On a joué un petit peu sur les codes du passé. On fait beaucoup de flambage, beaucoup de découpage, donc il y a beaucoup de cérémonial en salle. Donc retour de la mise en scène du maître d'hôtel. Turbo à la diépoise ou côte de veau à la choisie. Sous les yeux des clients, c'est en salle qu'on fait les assiettes, qu'on met la touche finale. La main doit être sûre. Et le geste, impeccable. Une crêpe soufflée à l'ananas qui est flambée au rhum de Barbade. Voici. Flambage de crêpes. Le puits d'amour. Nuage de sucre. Escoffier a réussi son pari. Têtes couronnées et grandes fortunes vont maintenant au restaurant. Mesdames et messieurs, la pâtisserie. Et quand il n'était pas accaparé par ses restaurants, l'infatigable Escoffier inventait une machine à dénoyauter les olives, à découper les patates ou à faire de la chapelure. Il est aussi le premier chef à travailler avec la jeune industrie agroalimentaire. Et le bouillon dans tout ça? Il vient maintenant en cube et la recette est signée Escoffier. À 70 ans, le chef mondialement connu est plus actif que jamais. Pour lui, c'est une mission, c'est une croisade de faire connaître l'excellence de ce savoir-faire culinaire, de cet art de vivre à la française. En 1911, il se lance dans un projet fou, organiser le premier événement gastronomique planétaire. Escoffier lui-même développait l'idée que la cuisine avait un pouvoir pacificateur pour l'humanité. Asseoir des gens autour d'une table, c'est déjà accepter qu'on ait confiance les uns avec les autres. Baptisé dîner d'Épicure, ce repas est un défi logistique. Il est donné le même jour dans des restaurants situés aux 4 coins du globe avec le même menu.
Au dîner du 14 juin 1914, ils sont 10 000 convives, dans 140 villes du monde, à partager le même repas. Politiques, hommes d'affaires, journalistes, écrivains, artistes dégustent, en français s'il vous plaît, de l'agneau à la bordelaise et une truite saumonée. Un mois plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. Durant 5 longues années, le continent est mis à feu et à sang. 1,7 million de morts, plus de 4 millions de blessés. En France, chaque famille est en deuil. Mais dans ce pays épuisé, on sent aussi une envie irrépressible de se ruer sur les terrasses, de dévorer la vie à pleines dents, de bouger, de voyager. Grâce à l'automobile, les Français vont élargir leur horizon gastronomique. Mais qui se serait douté que le monde du restaurant serait bouleversé par des fabricants de pneus? Les frères Michelin n'avaient pas grand-chose à voir avec la gastronomie. Mais ils avaient le sens du marketing. Dès 1900, ils lancent un guide pratique pour les pionniers de l'automobile, sans se douter où cette histoire allait les embarquer. La première édition de ce guide est là pour aider les automobilistes en leur donnant pas mal de renseignements pratiques, que ce soit les garages où on peut acheter des pneus, les hôtels où on peut séjourner. Ça veut dire que vous allez rouler, que vous allez utiliser des pneus, et Michelin est là pour ça, pour vous vendre des pneus. Un pneu crevé est un pneu vendu. Au début des années 1930, le guide s'étoffe de cartes et commence non seulement à recommander certains restaurants, mais aussi à les classer. Dans les années 30, les étoiles apparaissent dans la forme qu'elles garderont jusqu'à aujourd'hui. 1 étoile, une bonne table, 2 étoiles mérite un détour, 3 étoiles vaut le voyage. Mérite un détour. Vaut le voyage. Le guide Michelin a eu une incidence évidemment extraordinaire sur la qualité et sur la compétitivité des restaurants. Les gens voulaient être le meilleur restaurant du coin. Ça commence dès l'école. On vous donne des bons points parce que vous avez fait une belle rédaction, un joli dessin. Et ben nous c'est pareil, on nous donne des bons points parce qu'on a bien travaillé et on a fait une bonne cuisine. En voulant vendre des pneus, les frères Michelin n'ont pas fait que relever le niveau général. Ils ont fait entrer le restaurant dans notre patrimoine national. C'est devenu une attraction touristique, c'est devenu une destination, le restaurant. Au même titre qu'un monument ou un musée. La toute première promotion de 3 étoiles fait la part belle aux tables de province. Et on y trouve des femmes. Le restaurant tenu par Marie Bourgeois à Priay, et à Lyon, celui de la fameuse Eugénie Brasier. Elle fait partie de la première promotion de chef 3 étoiles et en plus elle avait 2 fois 3 étoiles, donc c'est pas rien. Elle n'est pas seulement inspirante pour les femmes, elle est inspirante pour toute une génération de chefs. 2 fois 3 étoiles. 3 pour son restaurant de Lyon, plus 3 pour celui du col de la Luère dans les monts du Lyonnais. 700 mètres de dénivelé, c'est à l'époque un repas qui se mérite. Son médecin lui avait conseillé d'aller prendre l'air, donc elle est montée un peu sur les hauteurs. C'était un chalet de bois, il n'y avait pas l'eau courante. Ma grand-mère, elle a eu 3 étoiles avec du linge basque et des couverts en inox. C'est absolument insensé, c'est comme si le petit bistrot du coin, en face, pouvait avoir 3 étoiles. Eugénie Brasier détonne dans l'univers du grand restaurant. Elle était la plus célèbre représentante de la cuisine des mères. Les mères, qu'est-ce que c'était ? C'est une cuisine très familiale qui s'est transposée dans un restaurant. C'était une cuisine comme celle que pouvait faire ma grand-mère. La mère Brasier ne se prenait pas pour une artiste. Ses bonnes vieilles recettes n'étaient que générosité. Il n'y en avait pas 2 comme elle, pour larder les poulardes de belles tranches de truffes. Les emmailloter, avant de les pocher dans un fond de volaille.
Avec son tour de main sans pareil, la volaille en demi-deuil avait atteint des sommets. À Lyon, son restaurant ouvert en 1921 était rapidement devenu une institution. Quand elle est partie de sa campagne, elle savait ni lire ni écrire à 19 ans. C'était une femme qui avait, par force de caractère et de travail, avait réussi. Parmi ses plus fidèles clients, le maire de Lyon en personne. Fin gourmet, Édouard Herriot demandait parfois qu'on livre à l'hôtel de ville la fameuse volaille. Un jour, Eugénie Brasier demande à la secrétaire si les invités du maire étaient satisfaits. Réponse. Mais elle lui dit, il reçoit pas, il mange toute la volaille. 4 quarts, vous savez, c'est des volailles quand même de 2 kg, de 2 kg 2, hein, 2 kg 2, 2 kg 3. Il pouvait être... ça ne va pas grossir, la volaille de médaille. Les 3 étoiles Michelin donnent à l'institution lyonnaise une gloire nationale. Et avec elle, toutes les merveilleuses cuisines régionales. Guide Michelin en poche, les Français découvrent une bouillabaisse qui vaut le détour. Avec un bon cognac. Ou un fameux aligot qui à lui seul mérite le voyage. La Bourgogne et ses escargots persillés, Castelnaudary et son cassoulet. Ils y sont encouragés par un célèbre critique, Kurnonski, qu'on surnomme le prince des gastronomes. Pour lui, le génie de la cuisine française, ce sont les bons plats du terroir arrosés de flacons du cru. Si l'on regarde ces périples, c'est les régions où il y a quand même des liquides un petit peu teintés et qui donnent du cœur au ventre et qui rendent joyeux. Et peu importe le décor. Je ne vais pas au restaurant pour manger les rideaux. C'est simple, on est à l'exact opposé de la cuisine de palace d'Auguste Escoffier. Kurnonski disait que Escoffier avait d'une certaine façon dénaturé la tradition culinaire française pour la mettre au goût de la mode américaine. Et il y voyait là une espèce de perte des traditions. Tradition contre modernité. Kurnonski contre Escoffier. C'est la première grande polémique de l'histoire du restaurant. Et elle n'a pas fini d'animer de longs débats. Mais faut-il vraiment choisir ? En 1940, les Français vont être confrontés à d'autres choix. Et pour la majorité d'entre eux, à la faim. Après une campagne éclair, l'armée allemande est à Paris. C'est l'occupation. Sur ordre d'Hitler, les Allemands font main basse sur les ressources du pays. La nourriture est rationnée. Tout se paye en tickets. Les files d'attente s'allongent, devant des magasins à moitié vides, pour acheter ce qu'on peut, c'est-à-dire pas grand-chose. Disons que pour moi, ce sont des souvenirs difficiles. On mourait de faim, c'était vraiment le rationnement dans toute son horreur. Officiellement, le rationnement s'impose à tous les restaurants. Obligation d'afficher les prix en tickets, interdiction de servir de la viande 2 jours de suite. Les restaurants vont connaître leurs heures sombres. Beaucoup vont se lancer dans le marché noir et s'approvisionner en contournant le circuit légal. Alors, il y avait bien sûr des restaurants de marché noir, mais qui coûtaient très cher, et on n'avait pas les moyens pour y aller. Le prix était de 15 fois ou 20 fois le prix d'un repas normal. Ceux qui pouvaient se l'offrir avaient comme voisins de table les soldats allemands. Car les occupants entendent bien profiter de la cuisine française. Pour le bon plaisir des officiers, quelques établissements prestigieux reçoivent même des dérogations. Ils sont prioritaires sur les marchés. Mon grand-père n'est plus jamais retourné au restaurant. Et le grand restaurant, c'est quand même des gens qui avaient collaboré.
Vrai, pas vrai, je ne sais pas, mais c'est les mots que j'entendais dans mon enfance. L'alternative peut paraître simple, fermer boutique ou s'accommoder de l'occupant. Mais parfois, il n'y avait pas le choix. Mes parents, ils avaient le choix entre laisser la maison complètement, parce que des fois, ils arrivaient, paf, ils prenaient tout. Hein. Mais si on leur donnait à manger, là, on pouvait rester dans la maison. Donc, ils ont continué à vivre ici. Là, hein. Le relais du Bégara, c'était pour les parents de Jean-Marie Rubéus tout ce qu'ils possédaient. L'occupation allemande fut une parenthèse douloureuse dans l'histoire du restaurant. Quant aux restaurateurs, ils ont été à l'image des Français, résistants ou profiteurs. Mais pour la plupart, ni l'un ni l'autre. Chez Georges, la grande brasserie de Lyon, on trouvait de tout. Collabos, soldats allemands et gens ordinaires. C'est aussi là que le chef de la résistance, Jean Moulin, faisait ses rendez-vous clandestins. Il était persuadé que le brouhaha le protégeait. Moulin s'asseyait quand même près de la sortie, au cas où. Il n'y reviendra pas pour célébrer la victoire. Dénoncé, torturé et assassiné, il n'aura pu voir son pays libéré. Le 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie. Les villes françaises sont difficilement libérées, l'une après l'autre. Peu de gens le savent, mais les officiers américains ont dans leur poche une réédition du guide Michelin de 1939. Pas pour les bonnes adresses, mais pour se repérer, grâce aux cartes dans les villes en ruine. C'est au tour des libérateurs de s'attabler dans les palaces, pour un repas donné en leur honneur. Mais surtout, ils découvrent, émerveillés, de drôles de petits restos avec leur comptoir en zinc ou en étain. Il y en a à chaque coin de rue. On peut y manger un morceau et bien plus encore. Les bistrots. On l'avait laissé de côté, le bistrot. Et pourtant, c'est le plus populaire des restaurants. Il faut dire qu'il a une longue histoire, une histoire bien à lui. Tout a commencé au sud de l'Auvergne, entre le Cantal, la Lozère et l'Aveyron, dans ces paysages majestueux. Au XIXe siècle, c'était l'une des régions les plus pauvres de France. La vie y était dure et la terre ne permettait pas à tous de vivre dignement. Mon grand-père ici a le type vraiment de l'Aubrac, c'est-à-dire petit, trapu. Il est né dans un village où il y avait moins 25, moins 30 à ce moment-là, c'était courant. Le village était coupé de tout pendant 2-3 mois. Pour résister à ça, il fallait être solide. Et surtout, il y a eu la famine pendant 2 ans. Il n'y a pas eu de récolte. Donc ils sont tous montés à Paris ou ailleurs. Mais enfin, les 3/4 montaient à Paris. Les paysans auvergnats débarquent à Paris pour y faire l'un des métiers les plus pénibles du moment, livreur de charbon. Charbon, auvergnats, on les appelle alors avec mépris les charbougnats. Puis tout simplement les bougnats. Ils méritent beaucoup, ces charbonniers, parce que vraiment, mon père qui l'a fait toute sa vie, je comprends. J'ai voulu aider pendant 15 jours, 3 semaines. J'avais un mal fou à porter ces sacs de charbon de 50 kilos. Arrivé au 3e étage, j'en pouvais plus. Les bougnats sont durs à la peine. Et ils ont le sens des affaires. Comme les grands-parents de Jean-Claude Cassagne, ils se mettent à vendre des vins du pays, de la bière, de la charcuterie et du tabac. Nous sommes en 1900 et les bougnats ont inventé le bistrot. 50 ans plus tard, les Auvergnats contrôleront plus de la moitié des restaurants parisiens, dont les anciennes brasseries alsaciennes les plus prestigieuses. C'est un métier en or. Les gens viennent chez vous, ils vous apportent leur argent et ils vous disent merci. Pour nous, les Aveyronnais, c'est vraiment le truc. Tu montes à Paris, c'est bien, quoi. Tu vas réussir. Le secret de la réussite,
C'est d'abord une communauté qui, depuis le début, s'est toujours serré les coudes. Pas besoin de banquier. Les marchands de vin aveyronnais avancent les fonds nécessaires. Et sitôt que vous aviez un peu d'argent, ils vous aidaient à monter une affaire. C'était en vase clos, hein, presque. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraide des Aveyronnais. Il y a une vraie... à l'époque, on disait il y a la mafia des Aveyronnais. C'est une vraie confrérie, quoi. Une confrérie qui suit scrupuleusement les 3 commandements de la réussite. Le premier, l'emplacement. Le deuxième, l'emplacement. Et le troisième, l'emplacement. Si vous êtes mauvais, vous ferez un chiffre moyen. Si vous êtes bon, vous pouvez l'éclater. Voilà. Dans des villes en pleine transformation, ils s'installent près des arrêts de bus et des stations de métro. Partout où il y a du passage, c'est-à-dire des clients. Mais c'est quoi un bistrot? C'est d'abord un restaurant qui ouvre très tôt. Si j'ouvre si tôt, c'est parce que je trouve que c'est dans la tradition bistrotière de Paris. Didier Miquel est pour ainsi dire néo-Mistral. Ses parents ont racheté le bistrot à un autre Auvergnat en 1954. Il y a pris son goûter après l'école. Il a rempli les bouteilles à la cave, lavé les verres, fêté ses anniversaires avant de se retrouver, à son tour, derrière le comptoir. Alors le matin, ils aiment bien qu'on respecte leurs habitudes. La goutte de lait dans la noisette, il ne faut pas que ça soit noyé, il faut que ça soit pile poil. Enfin, il y a ceux qui veulent la tartine plus beurrée que d'habitude. Il faut faire attention à ça, enfin que des détails, quoi. Moi, je voyais, mon père faisait attention à la mousse. Il fallait que, quand le verre arrivait devant le client, qu'il y ait la mousse. Dans les quartiers habitués et populaires, on ne va pas se foutre de la gueule du client. Quoi. Au bistrot, tout le monde doit se sentir à la maison. Mais il flotte ici comme un parfum de nostalgie. Car la grande époque du bistrot est derrière nous. Avec ses patrons un peu bourrus, mais le cœur sur la main. Un peu de la rudesse paysanne au cœur des villes. Contrairement à la plupart des restaurants, il était ouvert sans interruption. Les travailleurs pouvaient y prendre un petit canon ou un casse-croûte, quelle que soit l'heure. Œufs durs sur le zinc et bien sûr le fameux sandwich, avec son ballon de rouge. Ma mère ne faisait que des sandwichs à l'époque. Je crois qu'elle en faisait 200. À midi, changement d'ambiance. On avait des petites cuisines. En étant aveyronnais, on privilégie le nombre de places par rapport au reste. Donc quand on peut gagner 2 mètres carrés, c'est 2 clients. Hein. C'est d'une table. Hareng pomme à l'huile, saucisse purée, belle paupiette. Des plats simples et revigorants. C'était une entrée, un plat, ou un plat, un dessert, et un quart de vin, 5 francs. Et l'ardoise, on pouvait payer en fin de semaine. C'était ça le bistrot. Le bistrot, c'était aussi le seul restaurant où l'on pouvait passer des heures à se réchauffer devant un café. Ou taper le carton. C'était là qu'on pouvait téléphoner. Regarder le poste de télé qu'on n'avait pas chez soi. La journée finira tard. Le bistrot, son identité forte, c'est qu'il accueillait tout le monde. De l'Apache du 20e qui était à moitié dans la délinquance, et puis le petit bourgeois qui venait manger aussi au bistrot. Ouais, j'ai grandi là-dedans et moi j'aime cette ambiance. C'était le seul endroit qui peut-être n'existe plus aujourd'hui où un simple ouvrier pouvait rencontrer un grand patron. Le bistrot a toujours été ça. D'ailleurs, le but, c'est de rassembler les gens, c'est vrai. On se parle. Quand on est au comptoir, on parle à la personne qui est à côté. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, d'ailleurs, c'est ça. Le bistrot est un restaurant qui a une âme. On aurait dû le déclarer d'utilité publique. Comme son cousin des campagnes, qui s'est installé le long des routes nationales, le routier. À la fin des années 50, il y en avait plus de 4000.
il n'en reste plus qu'un petit millier. Si le bistrot est le rendez-vous du quartier, le routier est le resto des voyageurs solitaires. Des camionneurs en quête d'un peu de chaleur humaine. Le Bégara est le genre de resto où on entre seul et où on finit avec une bande de copains. Ce sont des gens qui sont contents d'arriver là parce qu'ils ont besoin de se poser et ils discutent avec le voisin et puis finalement ils font connaissance et ils vont manger ensemble et ils se racontent des choses et tout ça, je trouve ça, j'adore ça, mettre les gens en lien en fait quoi. Gaude-le-Manchec perpétue au Bégara une longue histoire familiale. Aujourd'hui, nous sommes la 5e génération. Et on estime à peu près en 1870 les débuts du restaurant. Depuis 1870, on mange, on boit et on sympathise. À l'origine, le Bégara était un modeste relais de poste, mais en matière d'emplacement, difficile de faire mieux. Bégara, ça veut dire le haut de la côte en breton. Il y a vraiment une grande côte, hein, c'est la route nationale Paris-Brest. Et sûrement, les gens s'arrêtaient là avec leurs chevaux pour déjà reposer les chevaux. Chevaux épuisés, puis moteurs en surchauffe, c'est la même. Le Bégara est un arrêt providentiel. Avec le développement du transport routier, le parking s'agrandit. Le long des nationales, les restaurants comme le Bégara deviennent alors le rendez-vous de la confrérie des camionneurs. Longtemps, les cabines n'ont pas eu de couchette et les chauffeurs dormaient au-dessus du restaurant. Et quand on était complet, il y avait toujours une solution. Moi-même, j'ai eu l'occasion de donner mon lit, ouais. Enfin, ça n'arrivait pas tous les jours, hein. Mais ça arrivait quand même, voilà. Depuis les années 1930, ces restaurants se sont regroupés. Les relais routiers ont leur guide, équivalent poids lourd du Michelin. Et leurs panneaux sont rouge et bleu, qui garantit qualité et prix modéré. Les bons petits restos routiers font bien de s'organiser, car ils vont rentrer en zone de turbulence. Bienvenue dans les 30 Glorieuses. Depuis les années 1950, la France connaît une croissance économique record. Avec la prospérité, les modes de vie des Français sont chamboulés. Ils découvrent les vacances. Cette population n'est pas seulement plus prospère, elle est plus nombreuse. Et tous ces baby-boomers, il va falloir les nourrir. Un homme est à l'affût. Jacques Borel vient de quitter une brillante carrière chez IBM pour se lancer dans la restauration. Il va la transformer en profondeur avec un objectif, servir 1 million de clients par jour. À 95 ans, il revient sur un parcours fulgurant et répond à ceux qui ont vu en lui le fossoyeur du restaurant. Ouais, sûrement. Borel est le premier à avoir compris que le grand bouleversement des 30 Glorieuses, c'est l'entrée des femmes sur le marché du travail. Les enfants ne rentreront plus de l'école pour déjeuner à la maison. Les pères, ils déjeuneront dans un restaurant d'entreprise. Tout va être bouleversé. Et comme les femmes travailleront, il y aura 2 salaires. La restauration est un marché qui va être multiplié par 10. Mais les Français ne sont pas devenus riches pour autant. Alors que mettre dans leur assiette ? Il faut avoir un peu d'imagination, il faut beaucoup observer. 65% de la viande bovine provient en réalité de vaches laitières. Cette viande n'est pas chère, un bon point pour Borel. Mais elle est difficile à consommer sans la faire bouillir des heures. 65% de la viande est imbouffable. Pourquoi imbouffable? Parce qu'elle est dure comme ça. Ou bien alors il faut la hacher. Vous ne pouvez pas faire de la restauration de masse si vous ne faites pas la viande hachée. Le steak haché est une véritable révolution. Encore changé ses aiguilles. Reste à imaginer comment le servir. Borel voyage en Angleterre, aux États-Unis. Il ne retient pas l'idée des drive-in robotisés, mais il décide de racheter la franchise Wimpy Burger.
Ce qui marche là-bas marchera-t-il en France? Dans la patrie du jambon beurre, où on ne connaît tellement pas le hamburger qu'on l'appelle hamburger. Borel y croit. Le 31 mai 1961, il ouvre à Paris le premier fast-food de France. Sur le coup de 11 heures, la directrice m'appelle en me disant « J'ai un problème ». Je dis « Grave ». Ben, elle me dit « Non, mais nous avons 100 personnes à la queue dehors, il est 11 heures du soir et on ferme à minuit. Qu'est-ce que je fais ?» J'arrive. On est resté ouvert toute la nuit. Et puis j'ai dit « Faut rester ouvert 24 heures sur 24 ». Ketchup, cheddar, oignon. Les Français découvrent le hamburger. Un peu de rêve américain pour pas cher. Mais le fast-food au pays d'Escoffier... Scandale. La presse a dit du mal de moi pendant 17 ans et m'a rendu un service gigantesque. Ce qui est mauvais, c'est quand on dit un peu de mal de vous. Mais si on dit beaucoup de mal et tous les jours, le rêve. Vu des bistrots, le succès du hamburger commence à inquiéter. Mais on veut encore croire à une mode passagère. Un soir, avec 3 collègues, on a décidé d'aller voir ce qui se passait, donc on y a été. Ça m'a pas convaincu du tout, ça m'a rassuré même, parce que j'ai dit, bon, mais ça va, on est tranquille un bout de temps. Et on n'y croyait pas trop, on n'aurait jamais imaginé les McDonald's non plus, alors donc... On n'arrête plus Jacques Borel. Il devient leader dans le secteur des cantines d'entreprise. Et pour les autres, il invente le ticket restaurant. Le Wimpy est une affaire florissante. Borel le vend pour partir à la conquête d'un nouveau marché, le restaurant d'autoroute. Ceux qui ont connu cette époque n'ont pas pu oublier ces gigantesques enseignes lumineuses. Quand vous avez le noir complet pendant 30 km et qu'au bout de 30 km, il y a un océan de lumière avec Jacques Borel, ben vous arrêtez plus de gens. Question de bon sens. Construits sur des ponts qui enjambent les autoroutes, les restaurants Jacques Borel captent les automobilistes dans les deux sens. À l'aller et au retour. Les gens s'arrêtaient 54 minutes. Tout compris. Arrêt pipi, essence, restaurant, ce que j'appelais portière à portière. 54 minutes. Rapidité en cuisine, self-service, efficacité en salle. La recette Borel fonctionne. Le restaurant de Saint-Thomas réalise en 1976 un record stupéfiant. 14 238 clients en 24 heures. Faut le faire. Pourtant, dans l'assiette, c'est pas la même limonade. Au mieux, des plats insipides. Au pire, une intoxication alimentaire. Tandis que Jacques Borel fête ses résultats vertigineux, des voix se lèvent contre cette cuisine industrielle qui fait des émules. Du restaurant. Monsieur Tricatel, il faut vous exécuter. En 1976, le restaurateur se retrouve sur grand écran. Le méchant de l'aile ou la cuisse, l'affreux Tricatel qui vend des poulets en plastique, c'est Jacques Borel. Et à l'époque, tout le monde l'a reconnu. Moi, j'ai là. C'est beau, ça, hein? De passon, petit bout de passon. Bon, si je puis dire, alors je vous demande maintenant de formuler un jugement sur ces produits. Mais c'est infect! C'est absolument innommable! Ils ont voulu m'empoisonner! C'est pas de la nourriture. Exact! Ces produits viennent de chez vous et des millions de personnes les consomment chaque jour. Impossible, monsieur, absolument impossible. On les a pris dans votre usine il n'y a pas une heure. C'est le nombre de clients qui est le juge de paix. Si vous avez 1 million de clients par jour, c'est qu'il y a 1 million de personnes qui trouvent que tout compte fait, c'est pas si mal. Mais à quel prix? Quand on sert 1 million de couverts, les coulisses ne sont pas reluisantes. L'insatiable Borel se fera manger par plus gros que lui et il perdra le contrôle de son entreprise. Mais son invention,
la restauration de masse est promise à un bel avenir. Et avec elle, la dégradation de la production agricole, à qui on demande toujours plus, et qui fait planer sa menace sur les futures générations de restaurateurs. Mais ne voyons pas tout en noir. Durant les 30 Glorieuses, le restaurant s'est vraiment démocratisé. Il est même devenu le grand loisir des Français. On va se faire un resto comme on se fait un ciné. À cette époque, il commence vraiment à faire partie de nos vies. On va voir des parents qui viennent fêter l'anniversaire des enfants. On va voir des grands-parents qui initient leurs enfants, leurs petits-enfants, au restaurant qu'ils aiment. On va aussi au restaurant en bande. On pousse les tables en fin de soirée. On s'y retrouve quand tout va bien, mais aussi quand on a besoin de se remonter le moral. As-tu pensé à fermer le gaz, mon amour? On va au restaurant pour draguer, on va au restaurant pour divorcer. On va avoir des couples qui sont fâchés et qui vont se réconcilier. On va au restaurant pour célébrer un diplôme, un permis de conduire. Toutes les occasions sociales ont comme lieu le restaurant. Et quand on voulait vraiment marquer le coup, on pouvait lorgner du côté des grandes tables célébrées par le guide Michelin. Mais là, patatras, on se serait cru au musée Grévin. Le chef aux 3 étoiles Michel Guérard s'est formé à cette époque. Pour lui, c'est comme si le grand restaurant s'était fossilisé. Et ça ressemblait à ce qu'étaient les restaurants d'avant-guerre. C'est-à-dire que on était marqué au sceau de la cuisine d'Escoffier, de son organisation. Point final. Il faut dire que le dressage dans les plats à l'époque c'était quand même très rococo, avec des olives pour faire les yeux de poisson, des choses comme ça. Des recettes gravées dans le marbre, des brigades menées à la baguette. Et si Escoffier, après avoir révolutionné le restaurant, l'avait en quelque sorte condamné à l'immobilisme. En tout cas, côté ambiance d'équipe, on touche le fond. En cuisine, on supporte de moins en moins les avantages dont jouissent les maîtres d'hôtel. Il faut dire que c'est eux qui assurent le spectacle en salle, qui mettent la touche finale au plat et dressent les assiettes. Les tensions entre salle et cuisine ne sont pas nouvelles, mais elles atteignent alors des sommets. Serveur à ses débuts, Jean-Claude Cassagne se souvient. Un client m'avait dit que l'œuf était pas frais ou je sais pas quoi. J'ai ramené l'œuf en disant au chef, attention, c'est pas frais. Il a pris l'œuf, il me l'a... Je dis, vous allez me changer. Il y avait vraiment le... Pendant des années, il y a eu une rivalité forte, voire brutale. Et dans cette brutalité, il y avait toujours une relation à l'argent. La cuisine est payée par le patron, et nous, on était payés par le pourboire. Donc on gagnait beaucoup plus qu'eux, c'est sûr. Donc les cuisiniers prétendaient produire un travail qui faisait la richesse du personnel de service. Une salle toute puissante, des cuisiniers à bout de nerfs. Dans les brigades, certains commencent à en avoir sérieusement ras-le-bol. En 1965, le jeune Michel Guérard décide de se mettre à son compte. Sur un coup de tête, il rachète le Pot-au-Feu, un bistrot en banlieue parisienne, loin des beaux quartiers. C'était quand même un des endroits où il y avait le plus grand nombre de malfrats au mètre carré. Et ils sont venus. Les malfrats ont bon goût. La preuve, en quelques mois, le petit bistrot d'Asnières devient un temple de la gastronomie. Car Michel Guérard y fait sa cuisine, sans égard pour les commandements d'Escoffier. Scandale! Le majestueux foie gras est servi en salade avec une simple vinaigrette. Et c'est un régal.
Merci, chef. Mais Guérard n'est pas le seul à casser les codes. Au même moment, à Roanne, les frères Trois-Gros font aussi parler d'eux. Ils servent un poisson à peine cuit. C'est la cultissime escalope de saumon à l'oseille. Ces gens-là, Michel Guérard et autres, ont amené une liberté. Un truc fantastique, hein. Quant au pape de la cuisine, Paul Bocuse, il défraie aussi la chronique. Avec une simple salade de haricots verts. Oui, mais de haricots verts croquants. Ce qui ne se faisait pas. Ça y est, c'est gagné. La créativité, oui, avait repris le dessus. Cette bande de joyeux chefs, les journalistes Go et Millot la baptisent rapidement d'un nom choc. C'est la nouvelle cuisine française. Le pouvoir est en train de changer de main. C'est le nom des cuisiniers qui s'affiche fièrement. C'est maintenant eux qui viennent saluer en salle. Le restaurant était rendu au cuisinier. Le cuisinier devenait le personnage central de ce petit théâtre. Et cette relation extrêmement forte avec les chefs, eh bien, elle ne va pas se tarir parce qu'on veut voir la main qui nous nourrit. Une moisson d'étoiles en poche, ces chefs vont partir à la conquête du monde. En février 1976, Michel Guérard fait la une des journaux américains. Tandis que Paul Bocuse reçoit la Légion d'honneur. Depuis l'époque d'Escoffier, la gastronomie française n'avait jamais autant rayonné. Mieux, la nouvelle cuisine va imposer sa façon de travailler à tous les restaurants. Avez-vous remarqué? Les assiettes sont dressées en cuisine par le chef et non plus en salle par le maître d'hôtel. Difficile aujourd'hui d'imaginer que pendant des siècles, on avait fait autrement. Ce passage du service au plat au service à l'assiette, ça a complètement chamboulé le restaurant et le travail du cuisinier. Le cuisinier maîtrise toute la chaîne de production de l'assiette. Et c'est lui qui apporte la touche finale. Et comme un artiste signe l'assiette en quelque sorte. C'est comme si c'était un petit tableau, en fait, finalement. Oh, 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 oh. Alors, les 3 bâtons, tu vois, je suis pas convaincu. Je regarde un truc. Hein. Est-ce qu'on est des artistes? Je préfère dire qu'on est des artisans. Cache pas le travail que t'as fait, tu vois, c'est dommage. J'en mettrais qu'un. Où est la limite entre l'artisanat et l'art? C'est, voilà, chacun la met où il veut. C'est une bonne base. Oui, une bonne base de travail. Une bonne base de travail. Mais le triomphe du cuisinier n'a pas fait que des heureux. Que reste-t-il au maître d'hôtel? À cette époque, on ne se rend pas compte qu'on va tuer la salle. On va la priver de son savoir-faire. Je pense que les maîtres d'hôtel de l'époque y ont vu beaucoup d'avantages, en fin de compte, d'avoir juste à prendre une assiette et à la poser sur table. Donc de fil en aiguille, on a un peu dévalorisé le métier de maître d'hôtel en retirant des techniques. Les techniques ont un avantage, c'est qu'elles permettent à l'homme de salle de se réaliser. Depuis les années 1970, flambage et découpe en salle sont un peu devenus le latin des écoles hôtelières. En dehors des restaurants d'application, on a rarement l'occasion de les mettre en pratique. La salle n'a pas dit son dernier mot, mais les années 80 lui ont fait du mal. Et côté nouvelle cuisine, les choses n'évoluent pas non plus comme prévu. C'en est même devenu une blague. Rien dans l'assiette, tout sur la note. Quelle est la caricature de cette nouvelle cuisine? Typiquement la portion microscopique dans une immense assiette blanche. La créativité est suivie de copies, plus ou moins bien faites et qui peut exaspérer. La contre-offensive est lancée depuis un petit restaurant des Landes par une ancienne annonceuse de la SNCF, Maïté. Voilà. Et la nouvelle cuisine, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une horreur.
On voit des choses, c'est servi dans des grandes assiettes, ça ne prend même pas la précaution de le passer au beurre ni rien. C'est très joli, mais ça n'a aucun goût, c'est affreux. Bien doré, les persillés. Sa croisade, Maïté l'amène à la télévision. Son mot d'ordre, le retour à une cuisine d'antan, une cuisine très généreuse. Grives aux sauternes, salmis de palombe et canard dans tous ses états. Le pauvre petit, il est lourd comme tout, qu'il est beau, mon Dieu. Ce plaisir spontané-là, il va être incarné par le grand essor du magret de canard, que personne ne mangeait avant les années 70. Un joli morceau de viande. Et nous le mettons sur le feu. Le magret de canard, c'est l'incarnation de ça. Le retour à un produit local, riche, gras, bon, immédiatement plaisant pour tout le monde. C'est une manière de repopulariser la cuisine. Ils sont onctueux, ils sont merveilleusement bien beaux. Là, il est impeccable. Ouais. Alors, pommes de terre sarladaise ou saumon à l'oseille? Bonne vieille recette ou cuisine d'auteur? Allez, quittons l'épuisant débat entre tradition et modernité. Car nos restaurants n'évoluent pas en vase clos. Et si la gastronomie française a beaucoup apporté au reste du monde, il nous l'a bien rendu. La preuve, les plats préférés des Français ne viennent pas de nos vieux livres de recettes. Direction Marseille. La capitale de la bouillabaisse a été la porte d'entrée d'une gastronomie inconnue en France. Depuis le début du 19e siècle, son port accueille des travailleurs immigrés. Arméniens, Italiens, Maghrébins. Le premier qui est arrivé des montagnes de Kabylie à Marseille, c'est mon arrière-arrière-grand-père. C'est le grand-père de mon père. Il y a tout juste un siècle, l'arrière-grand-père de Mustapha Kachtel ouvrait un restaurant. Il y servait un couscous kabyle, la spécialité familiale. C'est la recette de mon arrière-grand-mère qui a été transmise à ma grand-mère et à ma mère, qui me l'a été transmise. Je peux vous la donner, mais vous n'arriverez jamais à la faire comme un Kachtel. Avec chaque vague d'immigration, de nouvelles traditions culinaires débarquent à Marseille. Elles vont faire de la ville un bouillon de culture. Mais moi, j'ai grandi avec une famille avec des origines italiennes, où avec pas grand-chose, on se faisait manger des œufs de la farine, on faisait de la pâte, avec ça on mettait les restes de la veille, ça nous faisait des raviolis, ça nous faisait des cannelloni. Allô à la 7, une grande fromage à partager. Et j'avais 5 ans, je disais à mes parents, quand je serai grand, j'aurai un restaurant et vous viendrez manger chez moi. Le rêve du petit Laurent Lala est devenu réalité. Mais chez les Kachtel, l'aventure du restaurant a commencé par une déception. Le couscous ne remplissait pas la salle. Mon morceau d'agneau. Dans les années 20, le couscous n'était pas très connu en France. Il fallait bien gagner sa vie. Ils avaient cette idée-là du couscous, mais ça ne prenait pas vraiment. Parce que les gens ne le connaissaient pas, donc ils faisaient le couscous et la pizza. Et qui mangeaient la pizza lorsqu'ils mangeaient le couscous, voilà, c'était chez les Kachtel. La pizza napolitaine était déjà appréciée par les Marseillais. C'était un plat de pauvres, pas cher et nourrissant. La pizza, c'est quoi? C'est de l'eau, de la farine, un peu de levure. Après, tu mets ce que tu veux dessus. Ça, c'est une idée que j'aurais aimé avoir, par exemple. Oui. Inventer la pizza, c'est des trucs ultimes. Un peu de sauce tomate, un bon filet d'anchois. Tomate, anchois. Mais le génie de Marseille, c'est d'avoir fait de la pizza une spécialité marseillaise. Dès les années 1960, ils aménagent même des camions pour les vendre. Les premiers food trucks. Et les pizzas qu'on y mange sont garnies d'ingrédients pas très italiens. Désolé les Napolitains, mais à Marseille, la pizza, elle peut contenir de l'emmental. Nous, à Marseille, c'est la moitié-moitié. Voilà, tu manges une moitié-moitié. Je préfère commencer par le fromage, tu commences par le fromage, mais moi, je préfère commencer par la joie. Je mets un peu de piment, mais je me régale. Et Marseille réinventa la pizza. Dès la fin des années 1960, on trouve des pizzerias dans tout le pays. Mais coup de théâtre, le couscous fait enfin son entrée sur la scène marseillaise. Le
couscous, vraiment, il a commencé à être connu en France à la fin de la guerre d'Algérie, en 62, quand les Pénoriens sont arrivés d'Algérie. Jusque-là réservé à une clientèle communautaire, le couscous merguez entre au panthéon de la gastronomie nationale. Et c'était le plat préféré des Français. Il a détrôné la blanquette de veau, donc voilà. Les Cachtel décident alors de retirer la pizza de la carte. J'ai décidé de prendre un tournant à 360, comme on dit à Marseille, de faire que vraiment du couscous. Ça chauffe, hein? Ah, ça c'est le secret, ça. Cette recette transmise depuis 4 générations est un trésor. Elle va faire du restaurant des Cachtel l'un des meilleurs couscous du pays. Et voilà. Et je suis parti. Comme la cuisine régionale en son temps, le couscous se gastronomise. Messieurs, dames, excellent appétit. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Chop Suey, kébé libanais. Les restaurants se transforment en palais et les papilles s'ouvrent à de nouvelles saveurs. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert aussi toute cette culture de la cuisine étrangère. Les cuisines du Moyen-Orient, le kebab dans la rue, la cuisine chinoise, la cuisine thaïlandaise, que je connaissais pas du tout dans l'Aveyron. Naan pakistanais, nem vietnamien, tagine marocain. Nous avions bien besoin de ce grand bol d'air frais. Aujourd'hui, je pense qu'on se rend même parfois pas compte à quel point finalement la cuisine du monde est rentrée en fait dans notre vie de tous les jours et dans notre quotidien. Des restaurants aux couleurs du monde dans le pays de la gastronomie, le tableau semblait merveilleux. Mais en ces années 1980, le modèle du restaurant est en perte de vitesse. Malgré les belles carrières de quelques chefs prestigieux, le métier de cuisinier est encore mal considéré. Quand j'avais 15 ans et que j'étais plutôt une très bonne élève à l'école, il n'a jamais été question que je puisse faire un apprentissage et être cuisinière, alors que c'était quand même ma passion. C'est vrai que le métier de cuisinier était une voie de garage, comme pouvait l'être mécano. Voilà, t'es pas bon à l'école, mais tu vas faire la cuisine, quoi. Côté assiette, c'est pas la fête non plus. La malbouffe, dénoncée en 1976 dans L'aile ou la cuisse, s'est invitée dans trop de restaurants. Tout vient de plus en plus loin. Tout est de plus en plus transformé. Les plats surgelés font des ravages. Tout finit par se ressembler. Tout a le même goût. Alors, comment ne pas tomber dans le panneau? Moi, je me méfie des cartes trop longues, les cartes à rallonge, les cartes kilométriques avec des plats très disparates. Des cartes où on peut manger et un burger, et un saumon à l'oseille, et un pad thaï. Un restaurant qui a 3 pages de menu, potentiellement il a une partie qui va être surgelée. Après l'épisode du Wimpy Burger de Jacques Borel, le fast-food a étendu son empire, au point de menacer les vieux bistrots. Le petit troquet du coin où on mangeait pour pas trop cher, on descendait en bas de la maison, c'était facile, on se connaissait, il y avait cette proximité. Les petits restaurants comme ça, ne survivent pas, quoi. Du côté de la grande cuisine, la situation n'est pas meilleure. La course aux 3 étoiles Michelin a fragilisé les grandes tables. Avec des brigades plus nombreuses que les clients, ces restaurants de luxe sont tout juste à l'équilibre. Bref, du bistrot au gastro, en passant par le milieu de gamme, c'est crise à tous les étages. Je n'ai ni bar ni turbo aujourd'hui non plus. C'est bien. Il fallait une nouvelle idée. Et pour cela, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. S'inspirer des recettes des anciens. Revisiter le meilleur de notre histoire. Et pourquoi pas, retrouver l'essentiel. Et si on se débarrassait de tout ce qui est superflu? Adieu vaisselle luxueuse. Bye bye course aux étoiles. Et si on retirait carrément la nappe? Tout ce qui est en trop est évacué. Tout ce qui est en trop, ça veut dire tout ce qui vient alourdir l'addition finale pour le client. Une bonne ambiance bistrot. Mais sans renoncer à l'exigence de gastronomie. Bistrot plus gastronomie, c'est la bistronomie.
car les chefs de ces nouveaux bistrots viennent tous de restaurants étoilés. On a essayé de réadapter toutes les recettes de base gastro à peu de moyens, quoi. C'est-à-dire à 3 en cuisine, on a essayé de s'appliquer beaucoup de choses, tout en gardant dans l'essentiel le goût. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces restaurants ont cassé les codes et donné une nouvelle vie aux classiques des vieux bistrots. Ici, c'est pas la lyonnaise des eaux, hein, c'est le lyonnais du vin. Il y a la gouaille dans ces restaurants-là. C'est-à-dire que ça bouge, ça percute. Ils faisaient 3 services, 4 services, c'était impressionnant le nombre de couverts qu'ils avalaient, quoi. J'ai été dans un restaurant où il y avait beaucoup de jeunes et il était à la tête de veau. Alors là, j'ai dit, c'est pas vrai. Et il y a un tournant. Un tournant? Mieux, le restaurant a encore été réinventé. Même quand elle ne se revendique pas de la bistronomie, la nouvelle génération ne veut pas revenir en arrière. Il y a une sorte d'abandon des codes au profit d'une spontanéité. C'est-à-dire, venez comme vous êtes au restaurant. Le serveur, d'ailleurs, souvent porte des baskets. Et quand on leur demande de définir leur démarche, les jeunes chefs n'ont qu'un mot en bouche, le produit. Frais, de saison, local. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ils sont très sensibles aux bons produits. Vraiment, ils font de la différence. Et c'est très bien. Les produits, pour un cuisinier, c'est le trésor. Parce que c'est lui, la star, en fait. Hein. Des produits savoureux, bons pour la planète et pour la santé. Les défis sont énormes. Et pourtant, ils n'ont jamais suscité autant de vocations. Pour comprendre ce nouvel engouement pour le métier de cuisinier, il faut faire un tour du côté du petit écran. Pour comprendre ce nouvel engouement pour le métier de cuisinier, il faut faire un tour du côté du petit écran. Tout a commencé dans les années 1950 avec Art et magie de la cuisine. La première émission de recettes réunissait religieusement des millions de téléspectateurs. C'est ça, ils aiment la bouffe, quoi. Les Français aiment la bouffe. Chaque semaine, le chef Raymond Oliver y dévoilait ses secrets de cuisine. Non mais il n'y a pas de très grande difficulté, nous allons l'expliquer très clairement, je l'espère. Avec son accent rocailleux et ses crêpes à consommer avec modération. Et le parfum est composé d'anis, n'est-ce pas? Ouh là là. Et puis du rhum comme parfum principal. Oui, il faut en mettre beaucoup, beaucoup trop. Alors je vais la détendre avec de la bière. Alors là, la quantité de bière, de la bière. Et la bière, elle doit être fraîche ou... Elle doit être ni chaude ni froide, n'est-ce pas? J'ai toujours cette image de Raymond Oliver qui fait une pâte à crêpes où il met le rhum comme ça dedans. Pour moi, c'est tellement mythique. Allons-y. Les chefs s'installent à la télévision. Bonjour Maïté. Ça va? Ça va? On a égrené. Ma première émission de télé, c'était avec Maïté. Super femme. On remue de temps en temps Maïté. Oui, c'est vrai. Je vais peut-être aimer. Peut-être. Peut-être. On verra tout à l'heure. En 2005, fini les recettes en direct. La télé pénètre dans les coulisses du restaurant. Avec en vedette, un chef inconnu du public. Cyril Lignac est le héros de Oui Chef, une émission qui met en scène l'ouverture de son premier restaurant. Objectif, former en un temps record les jeunes chômeurs qui composeront sa brigade. Le fait d'avoir ouvert les portes des restaurants à la télé, ça valorise notre métier. Et c'est devenu sexy. Peut-être que j'aurais jamais été attirée par la profession s'il n'y avait pas eu finalement tout ce changement d'image. À partir de 2010, Top Chef prend le relais. 14 saisons et des records d'audience finissent de transformer l'imaginaire des Français. Cuisinier est un métier qui fait maintenant rêver. Avec le bout des épreuves, le Graal, un restaurant. C'est bien, moi ça me plaît. Hein. Donc un bon jus. Ouais, un bon jus. Top Chef, c'est vrai que tout est rapide. C'est hyper dur d'ailleurs, Top Chef, parce qu'ils sont quand même dans des conditions très difficiles. Moi, je pense que je serais incapable de faire une épreuve comme ça aujourd'hui. Participer à Top Chef, c'était un truc de malade. C'était non, c'était dingue comme expérience. Ça a été un grand bond, une sorte d'accélérateur. L'émission propulse les carrières d'une nouvelle génération de cuisiniers.
Et pour les spectateurs, c'est de la formation continue. Top Chef a bouleversé le rapport à la connaissance sur la cuisine, sur l'alimentation et les restaurants. Aujourd'hui, vous parlez de poche à douille, vous parlez de dressage à quelqu'un de 18 ou de 20 ans, il sait de quoi on parle. Fini l'époque où Grimaud de la Reynière apprenait aux Français à manger. On a maintenant 65 millions de critiques gastronomiques. Il y avait du croquant, il y avait une espèce de tuile au-dessus qui faisait que la mâche était là. Enfin, vraiment, c'était... Plein de saveurs différentes et des textures différentes. 6 petits artichauts coupés, confits, servis avec une huile d'olive incroyable. C'était très bien présenté, il y avait de très belles couleurs. Il y avait une harmonie de saveurs, une harmonie de goût, présentation aussi. Il était cuisiné à basse température avec une petite sauce. C'était excellent, c'était tendre, c'était goûteux. Voilà. Les clients, maintenant, ils se prennent tous pour des top chefs. Il y a pas assez de croustillants, il y a pas assez de... C'est drôle. Mais c'est de notre faute, en fait. Au premier étage de la Tour Eiffel, c'est l'heure des derniers réglages. Et à la veille d'une ouverture, c'est toujours la même boule au ventre. Le chantier a pris un peu plus de temps que prévu. Et il y a des jours où je me demandais si vraiment cette brasserie, elle allait ouvrir, quoi. Et puis, ça démarre. Mais quand j'ai croisé, serré les mains des premiers clients, je me suis dit, ça y est, on y est, quoi. Depuis son invention, le restaurant a survécu aux guerres et à une pandémie. Les cuisiniers sont sortis de leur sous-sol. Les gens ont vu direct sur la cuisine. C'est le spectacle, il est là. Le restaurant a été notre école. Depuis des générations, c'est là qu'on forme son palais, qu'on découvre de nouvelles saveurs. Tout a été génial et peut l'être encore demain si on réussit à le remettre au goût du jour. Alors, on mange pas ou pas? Qu'est-ce qu'on attend? On mange la pizza? Notre école et notre cours de récréation. On est aussi des animateurs de restaurants. Il y a des maîtres d'hôtel qui chantent, il y a des maîtres d'hôtel qui jouent de la musique, il y a des maîtres d'hôtel qui racontent des blagues. On dirait à notre époque ambiancée. C'est le plus beau métier du monde, en fait. On se lève très tôt, on se couche très tard, hein. Voilà. Moi, j'aime bien aller au restaurant. C'est un petit peu des recherches d'idées, souvent. Tiens, regarde là, attention, il y a ça, il y a ci qui va pas, ou ça, c'est pas mal. J'adore le restaurant. Les autres ont plein d'idées que j'ai pas eues. C'est formidable. Mais tous ces lève-tôt, ces ambianceurs, ces créateurs, tous ces marchands de bonheur, au fond, qu'est-ce qui les anime? Le sourire des clients.